Salut à tous et bienvenue dans la grande interview sur PRC TV. Aujourd'hui, avec mon invité, nous parlons du Made in Cameroun, en l'occurrence de ce qui distingue le Cameroun dans le concert des nations, de l'accompagnement des jeunes et des femmes, ainsi que des défis de nos artisans face à la concurrence. Mamadou Bobo, bonjour. Bonjour, Monsieur Fouda. Vous êtes le directeur des études, des projets et de la prospective du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Par ailleurs, vous êtes statisticien, spécialiste en management des projets et programmes et en stratégie et organisation industrielle. Alors, ma première question, quel est l'état des lieux de l'entrepreneuriat aujourd'hui au Cameroun? Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez pour présenter la dynamique entrepreneuriale au Cameroun. Merci à vos téléspectateurs. Et aujourd'hui, par rapport à la dynamique entrepreneuriale, il est à relever que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le 25 juin dernier, a publié l'année statistique de 2025. Et cet annuaire relève qu'il y a une bonne évolution de la dynamique entrepreneuriale. La densité entrepreneuriale en 2019 se situait à 15,3% par rapport à la population active. Et en 2025, on est à 26% de cette densité. Donc, cette densité exprime en termes de chiffres. Par rapport au secteur formel, nous avons 569 208 unités de production formelle recensées sur le territoire national. Et à côté de ces unités formelles, il y en a 3,8 millions des unités de production informelle qui démontrent la dynamique entrepreneuriale camerounaise. Donc voilà en termes de chiffres macro. Donc si on revient au niveau spécifique, on a 472 208 petites et moyennes entreprises dans le stock des unités formelles. On a plus de 72 000 unités de production artisanale et environ 24 000 organisations de l'économie sociale enregistrées dans les réseaux structurés au niveau des territoires. Donc voilà globalement comment est structurée notre dynamique entrepreneuriale aujourd'hui. Et que traduisent ces chiffres? Ces chiffres démontrent qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un engouement en matière de l'entrepreneuriat. Il y a des actions qui ont été menées depuis un certain nombre d'années et c'est le résultat de ces actions que ces chiffres essaient de mettre en exergue. Donc il y a eu beaucoup de programmes, beaucoup d'actions en direction des jeunes, en direction des femmes au niveau des territoires. Donc on a vu par exemple le stock des petites et moyennes entreprises presque doubler sur la période de 2019 à 2025. Donc on est quitté à pratiquement 80 000 PME. À 472 000 PME en l'espace de 6-7 ans. Donc vous voyez, il y a cette facilitation, cet écosystème qui a été mis en place pour faciliter et pour promouvoir l'entrepreneuriat. Cet environnement est en train de produire ses effets. Certains ont tendance à banaliser les petites et moyennes entreprises. Pourtant, avec ce que vous dites, on a l'impression que les Camerounais s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Quel est le niveau de contribution des PME dans la transformation structurelle de l'économie du pays? Donc, en fait, l'entrepreneuriat, banaliser l'entrepreneuriat, c'est mal comprendre sa contribution au niveau de l'économie, tant bien en termes de création d'emplois qu'en termes de création de richesses. Vous prenez par exemple le secteur informel qui engorge 3,8 millions d'unités de production informelle, contribue à près de 47% de notre produit intérieur brut. Donc c'est eux qui créent environ 47% de notre richesse nationale. Les PME, les acteurs de l'économie sociale et les unités de production artisanale produisent quant à eux pratiquement 21% de notre PIB et créent environ 1 200 000 emplois en termes de sauts d'emploi aujourd'hui. Et 2025 uniquement, c'est plus de 90 000 nouveaux emplois qui ont été créés par ces acteurs. Donc, banaliser, c'est mal comprendre leur contribution à l'économie nationale. Et c'est quoi les gros problèmes que rencontrent les promoteurs de PME au Cameroun aujourd'hui? Peut-être autre chiffre avant de parler de gros problèmes. Les PME, les acteurs de l'économie sociale et les artisans,
5 600 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et près de 5 600 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et plus de 1,4 milliard recettes fiscales générées par ces tout petits. Donc vous comprenez quelle est leur importance au niveau de l'économie nationale. En termes de défis ou de problèmes, de gros problèmes rencontrés, ça peut se structurer autour de 4 composantes qui sont corrélées en fait. Donc la première composante, c'est la structuration et l'organisation. Donc ces acteurs qui sont des tout petits souffrent de l'insuffisance de structuration et d'organisation. Ils sont généralement organisés autour d'un individu qui est le promoteur. Il n'y a pas une organisation optimale, il n'y a pas cette mindset d'ouverture de capital pour se mettre ensemble avec d'autres acteurs et partager des risques. La deuxième composante, c'est le financement, qui est corrélé à la première composante. Donc, vous voyez, quand vous êtes mal structuré, moins organisé, vous avez des difficultés pour accéder facilement au financement, surtout les financements structurés autour des banques. Troisième composante, c'est l'accès à l'infrastructure qualité. Donc, ces tout petits produisent, ils ont l'ingéniosité, ils produisent énormément, mais le coût de la qualité est très élevé par rapport à leur niveau de production. Donc, il y a cette difficulté également qu'ils ont. La quatrième composante, c'est l'accès au marché. Donc, il y a des concurrents, il y a une question de compétitivité, ils ont cette difficulté d'accéder au marché. Voilà les 4 composantes sur lesquelles se concentrent les problèmes majeurs de ces tout-petits. Si on parle des questions de financement, quels sont les mécanismes que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises met en place? C'est vrai qu'il y a le fonds d'appui au prototypage, mais parfois les promoteurs de PME se plaignent, disent que ce qu'ils reçoivent n'est pas tout à fait suffisant. Bon, peut-être spécifiquement des fonds de prototypage, il faut comprendre de quoi il est question. Le fonds de prototypage, c'est un appui destiné aux jeunes qui sont dans l'innovation pour développer le prototype de leurs produits. Tout à fait. Donc voilà la raison d'être de ces fonds. Et c'est un fonds qui a été impulsé par le chef de l'État depuis pratiquement 4-5 ans. Et aujourd'hui, on est à environ 600 jeunes qui ont bénéficié de ces fonds en termes de mise sur pied de leur prototypage. Donc après, il y a la mise en échelle. Donc il y a une production de masse qui nécessite un autre financement, une autre organisation et la préparation des projets. Mais de manière globale, en ce qui concerne le financement, le ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, sous le guide d'Achille Basile-Lequin III, depuis 4 ans, pratiquement, on travaille sur ce chantier, qui est un chantier très très lourd et très important pour le développement des petites et moyennes entreprises. À côté du ministère des Finances, du CNF, un certain nombre d'instruments sont en train d'être développés pour faciliter l'accès au financement des PME, qui est un problème crucial. Aujourd'hui, le déficit en financement se situe à pratiquement 5 600 milliards pour les PME. Il y a seulement 1200, 1300 milliards qui sont offerts aux PME en termes de financement par les banques et les établissements de microfinance, avec des taux très élevés, oscillant entre 9, 15, 16% pour les banques, 15 à 35% pour les établissements de microfinance. Tout ceci est tributaire d'un environnement qui ne dispose pas d'un certain nombre d'instruments, notamment le fonds de garantie. Donc aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place une société de gestion des garanties dont toutes les études de faisabilité, en tout cas toutes les études sont finalisées, les textes sont préparés. Donc dans les jours à venir, il y aura cette société qui viendra pour réduire le coût des crédits au Cameroun et augmenter une additionnalité en termes d'offres de financement. Il y a également le renforcement de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises que le gouvernement a créé pour financer les petites et moyennes entreprises.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique en termes de restructuration de cette banque, en termes de dotation de cette banque des ressources dédiées pour qu'elle joue véritablement un rôle plus efficace et atteindre un grand cible en termes de financement. Donc, il y a enfin la centrale de trésorerie pour les établissements de microfinance. Aujourd'hui, les établissements de microfinance sont obligés d'aller emprunter les ressources au niveau des banques à des taux très élevés pour financer les PME. Et vous voyez, c'est normal que le taux de sortie soit très élevé. Aujourd'hui, en mettant en place cette centrale de trésorerie pour les établissements de microfinance qui jouera le rôle d'une banque centrale de ces établissements de microfinance, ceci va leur permettre d'avoir des ressources à des coûts très bas et pour refinancer l'économie, et également ça va réduire le coût de sortie. Donc voilà quelques instruments qui sont en gestation dans le cadre de politique gouvernementale pour résoudre le problème du financement des PME, des acteurs de l'économie sociale et des artisans. Vous dites que c'est en gestation. Quelle est l'échéance? On pourrait arriver à la matérialisation de ce projet à quelle échéance? On est dans la phase de l'opérationnalisation de la stratégie de développement du secteur financier. C'est des instruments dont les éléments opérationnels sont presque finalisés. Et c'est le Comité national économique et financier, dont le secrétariat général est porté par la BEAC nationale, qui est en cours d'opérationnalisation. Il y a des partenaires qui sont déjà identifiés. Je prends le cas de la société de gestion des garanties, c'est une société à capitaux mixtes. Les banques ont déjà souscrit au capital, donc c'est les banques qui seront aux côtés de l'État pour mettre en place cette société. Donc c'est pour dire que c'est des instruments qui seront là dans les très prochains jours à venir. On parle beaucoup de la surliquidité des banques au Cameroun et en même temps de la réticence des banques à apporter à donner de l'argent aux petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? En fait, parler de surliquidité des banques, peut-être c'est mal apprécier l'écosystème bancaire. Vous savez, la profondeur financière du Cameroun, c'est environ 20% de notre PIB. Et c'est l'indicateur qui permet d'apprécier la capacité de notre écosystème bancaire de financer l'économie. Cet indicateur au niveau de l'Afrique centrale se situe entre 18 et 20%. Pour les autres pays africains, on est entre 20 et 35%. Les pays développés sont à plus de 100% de leur PIB. Donc vous voyez, nous avons une profondeur financière très faible, très bas. Donc dire que les banques sont surliquides, je pense que c'est mal comprendre la problématique de financement de l'économie. Les banques peuvent être surliquides avec les dépôts à court terme, les ressources courtes, qui ne peuvent pas financer l'économie structurée. Donc, moi, je pense que notre tissu bancaire souffre de l'absence de ressources longues pour le financement de l'économie. La surliquidité, peut-être, c'est au niveau des épargnes et des dépôts à court terme. Pour revenir à votre ministère, le budget de votre ministère pour l'année 2026 s'élève à environ 14 milliards de francs CFA. Est-ce que dans la répartition que vous faites pour contribuer au développement économique des PME, vous avez l'impression que le ministère devrait plaider pour avoir plus d'argent, pour avoir un meilleur accompagnement financier des PME? Bon, le processus d'allocation budgétaire suit un mécanisme encadré par le gouvernement. Donc, il y a une mécanique où chaque ministère élabore d'abord un cadre de stratégie de performance. Le ministère a élaboré un cadre de stratégie de performance très ambitieux dans le sens de contribuer à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Certes, ce qui a été proposé en termes d'estimation des besoins est largement au-dessus du budget qu'on alloue. Ceci est compréhensible parce qu'on est dans un environnement de contraintes. On a une contrainte des ressources au niveau national. Donc, on alloue les budgets en fonction de cette contrainte.
et le ministère essaie de se déployer efficacement avec les ressources qui ont été mises à sa disposition. Et par rapport à ces ressources, nous disposons de 3 programmes opérationnels. Donc il y a tout un programme sur la promotion et le développement des PME. Il y a un programme sur le développement et la promotion de l'artisanat et un programme sur la promotion et le développement de l'économie sociale qui, en réalité, autour de ces programmes que sont répartis le budget. Et il y a également un programme support dans le sens d'amélioration des conditions de travail du personnel du ministère, tant au niveau déconcentré qu'au niveau central. Donc voilà les grandes masses qui absorbent la structure budgétaire. On marque une courte pause et on revient avec Abdoul Kadir Ngoura. A tout de suite. Vous regardez la grande interview sur PRC TV. Abdoul Kadir Ngoura vient de nous rejoindre. Abdoul Kadir, bonjour. Merci, bonjour Alain Patrick Fouda. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre exercice habituel. Bon retour à PRC TV. Merci, monsieur Abdoul Kadir, merci beaucoup. Voilà, d'entrée de jeu, monsieur le directeur, vous avez évoqué, en parlant de la densité entrepreneuriale, l'engouement de la jeunesse pour l'artisanat et l'entrepreneuriat avec un chiffre qui va minimalement autour de 42%, si mes notes sont bonnes. En tant que chef de la division de la prospective et de la statistique, quel commentaire faites-vous de cette implication de la jeunesse camerounaise? En fait, comme j'ai rappelé tout à l'heure, l'engouement de la jeunesse à l'entrepreneuriat résulte d'un certain nombre d'actions entreprises il y a de cela 3 à 4 ans. Et aujourd'hui, comme vous l'avez relevé, par rapport au stock global des unités de production formelles, 68% sont détenus par les jeunes dont l'âge se situe entre 20 et 40 ans. Et quand on prend la création juste des entreprises de l'année 2025, 42% sont portés par les jeunes de moins de 35 ans. Donc vous voyez, il y a un travail d'éducation entrepreneuriale, de promotion de l'entrepreneuriat qui amène petit à petit à faire comprendre aux jeunes qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas l'emploi salarié. La solution, c'est l'entrepreneuriat. La solution, c'est en tout cas utiliser le potentiel que le Cameroun dispose pour développer son affaire, son business. Et aujourd'hui, les jeunes sont tellement ingénieux, disposent d'une capacité d'innovation et il y a tellement de secteurs sur lesquels les jeunes sont en train de s'insérer. Donc vous prenez par exemple le secteur agroalimentaire, il y a tellement d'innovation. Si vous allez au salon aujourd'hui, vous allez voir tellement de produits qui sont transformés, produits à base de nos matières premières locales. Et vous avez également le secteur de transformation de bois, où aujourd'hui, que ce soit du côté de l'artisanat ou du côté des PME, les jeunes commencent petit à petit à s'insérer. Le numérique, qui est la force de frappe des jeunes, il développe énormément de génies entrepreneuriaux à ce niveau. À côté de cela, il y a des instruments que le ministère a également mis en place, que ce soit en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on parle des incubateurs au niveau des universités, où aujourd'hui les étudiants, le statut d'étudiant entrepreneur est en train de prendre corps à travers ces incubateurs où ils ont la possibilité de maturer leur idée de projet, développer leur projet jusqu'à la création de l'entreprise à la fin. Et il y a aura justement l'occasion d'évoquer ce dispositif-là, mais en l'état, j'ai envie de vous demander, est-ce la culture de l'entrepreneuriat qui s'installe déjà ou c'est un choix par défaut? Non, ça s'installe, ce n'est pas un choix par défaut. Je pense que le secteur privé est le moteur de notre économie et restera le déclencheur de notre développement. Donc je pense que les jeunes sont en train de prendre conscience que dans ces champs, il y a beaucoup de choses à faire et il y a un espace vide qu'il faudra occuper.
Donc ce n'est pas un choix par défaut, c'est véritablement une culture entrepreneuriale qui est en train d'être incrémentée dans l'esprit de la jeunesse camerounaise. Ils ont écouté tellement le discours du chef de l'État, année après année, qui les invite à prendre les responsabilités et je pense qu'ils sont en train de prendre les responsabilités. Interrogeons à présent l'ingénieur statisticien que vous êtes. Quels sont les programmes au sein de votre ministère ou des dispositifs qui accompagnent concrètement ces jeunes-là et quel est le bilan que vous établissez à date par rapport à ces programmes-là? Le bilan, c'est l'engouement que vous venez de présenter. On voit comment l'évolution. Tout à l'heure, je vous parlais de stock des jeunes entre 20 et 40 ans qui portent les PME. Sur les 472 000 PME que nous disposons aujourd'hui, on a 68% portés par les PME. Il y a de cela, en 2019, c'est un indicateur qui était à moins de 40%. Donc aujourd'hui, ça a évolué. La création également, quand vous prenez année après année, aujourd'hui, 42% des entreprises créées sont portées par des jeunes. Il y a de cela 7 ans, 8 ans, c'était 27-26%. Donc vous voyez, ça a évolué. Donc en termes de bilan, on voit l'évolution. Mais maintenant, c'est la conjonction d'un certain nombre de programmes. Nous avons l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, qui est le bras opérationnel en termes d'accompagnement technique du ministère, qui dispose un certain nombre d'actions et de programmes opérationnels, notamment les programmes pour accompagner les jeunes à maturer leurs projets, à développer le business plan et à défendre ces business plans auprès des institutions financières. Nous avons également le fonds de prototypage que nous avons évoqué qui permet aux jeunes qui inventent de produire leurs prototypes. Donc il y a le financement de ces prototypes. Il y a également les incubateurs, donc la politique d'incubation qui est menée par le ministère, que ce soit les incubateurs privés ou publics. On en a tellement le développement de ces incubateurs favorise l'émergence de l'entrepreneuriat au Cameroun aujourd'hui, tant bien au niveau de la jeunesse qu'au niveau des femmes. Donc vous avez, dans presque toutes les universités aujourd'hui, nous avons un incubateur. Dans les grandes écoles, nous avons des incubateurs. On a des incubateurs privés qui sont dans toutes les 10 régions du pays, qui encadrent, accompagnent les jeunes pour le développement, pour la maturation de leurs idées de projets. Nous avons également une pépinière nationale pilote d'entreprises du côté d'EDA qui, chaque année, reçoit un certain nombre de jeunes, les incube à l'intérieur pour permettre le développement de leur entreprise et l'accélération. Donc, il y a 2 autres programmes qui ont donné des résultats très significatifs les 2 ou 3 dernières années, du côté de l'Est, du Nord, de l'Adamawa et de l'extrême Nord, septentrion-Est, avec l'accompagnement de l'Agence française de développement pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunes femmes, notamment les jeunes filles. Et nous avons un autre programme dans le Nord-Ouest et le Sud-Est, Start Improve My Business, qui depuis 3 ans accompagne les jeunes à les réinsérer dans l'entrepreneuriat. Et on a 1 millier, pratiquement environ 1000 jeunes qui ont été accompagnés pour le développement de leurs affaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des entrepreneurs. Donc voilà ce qu'on peut noter en termes de programmes qui existent. À votre suite, on a envie de dire satisfaction totale, mais vous avez également fait allusion au chef de l'État à plus d'un titre ici. Le chef de l'État, justement, a fait de l'autonomisation des jeunes et des femmes sa priorité. Une enveloppe de 50 milliards avait été justement injectée dans ces secteurs-là. Au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, concrètement, que faites-vous pour accompagner cette vision du chef de l'État de manière concrète? Donc, par rapport à cette instruction du président de la République qui a débouché à l'inscription dans la loi des finances d'un compte d'affectation spéciale qui porte les 50 milliards, il faut noter qu'il y a une synergie gouvernementale autour de cette problématique de l'autonomisation de la femme et la promotion de l'entrepreneuriat jeune.
Il y a le ministère de la Jeunesse, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage. Il y a un certain nombre de départements ministériels qui se retrouvent autour d'un comité pour élaborer l'opérationnalisation de ce fonds. Et également, je pense qu'à ce niveau, il y a un guichet jeune qui a été créé au sein de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises pour faciliter, en tout cas pour orienter tout ce qui sera dans le cadre de ces fonds, l'accès au financement des jeunes et des femmes. Il y a également des activités en amont en termes de formation, de renforcement des capacités, de suivi qui sera implémenté dans les départements ministériels que je viens de citer. Mamoudou Bobo, est-ce que cette vision du chef de l'État s'est traduite déjà par des résultats mesurables sur le terrain, où les 50 milliards ont été injectés? Pour le moment, est-ce qu'il y a des avancées? On peut mesurer si ces 50 milliards ont été utilisés à bon escient? Donc, je vous ai parlé de compte d'affectation qui est en train d'être structuré, qui est en train d'être opérationnalisé. Donc, parler de est-ce que ça a produit ses effets. On est en cours d'implémentation de ce compte d'affectation spéciale qui sera encadré à travers un texte du ministère des Finances qui va donner les orientations. Il y aura un mécanisme de suivi, évaluation qui va permettre de capter les effets et d'évaluer l'utilisation effective de ces ressources. Mamoudou Bobo, chef de la division justement de prospective et de statistiques du côté du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, nous vous remercions. Alain Patrick Fouda, telles étaient mes préoccupations. Merci Abdelkadir Ngoura. Une transition pour vous raccompagner et on revient sur ce plateau. A tout de suite. Retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV. Je reçois aujourd'hui M. Mamoudou Bobo, directeur des études, des projets et de la prospective du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. M. Mamadou Bobo, une perception que l'on retrouve souvent dans la presse présente la signature des accords de partenariat économique comme de grosses barrières pour les petites et moyennes entreprises. Selon le comité de compétitivité du ministère de l'économie, nous avons appris que 5% des entreprises bénéficiaires des accords de partenariat économique profitent des bénéfices de la répartition des gains de ces accords-là. Et en fait, les grandes entreprises, si on s'en tient à ces chiffres et même à cette perception, on le vend en poupe, mais les petites et moyennes entreprises donnent l'impression qu'elles sont écrasées par ces mastodontes économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, la question des APE peut être analysée sur l'aspect de l'opportunité que ça donne aux PME camerounaises ou bien aux entreprises européennes qui peuvent capter le marché camerounais et les PME camerounaises qui peuvent capter également les marchés européens. Premier élément que nous devons considérer, c'est que l'APE nous donne la possibilité d'acquérir les machines et les outils à coût zéro en termes de dédouanement et de fiscalité dans les pays européens. Et c'est des machines et outils qui sont de très bonne qualité, qui peuvent renforcer la capacité productive de ces PME. Ça, c'est la première opportunité que nous devons cibler. Donc, qu'est-ce que les PME peuvent gagner? C'est ce couloir de facilitation de l'accès aux équipements et aux machines-outils d'origine européenne pour permettre à nos PME d'augmenter les capacités productives. Deuxième élément, en termes de perception, si les entreprises
européennes viennent avec les produits au niveau national, la première observation, c'est que ces entreprises européennes, la quasi-majorité, prennent leurs matières premières ici chez nous pour transformer et venir revendre. Donc ça veut dire que nous, on a cet avantage comparatif de disposer la matière première localement, à moindre coût, en quantité. Donc la question, c'est comment rendre nos PME compétitifs face à ces en tout cas les produits de ces PME compétitifs face aux produits qui entrent. Il y en a tellement de facteurs, il y a beaucoup de facteurs qu'il faudra analyser et regarder comment jouer sur ces facteurs pour améliorer cette compétitivité. Vous avez les coûts des facteurs de production qui peuvent les rendre moins compétitifs. Donc l'électricité, le coût de transport et autres. À ces moments, les politiques publiques doivent aménager des mesures pour leur permettre d'avoir ces facteurs plus compétitifs. Il y a également la qualité, donc l'infrastructure qualité, on en a parlé tout à l'heure, l'accès à l'infrastructure qualité, donc pour leur permettre d'avoir une infrastructure de qualité, notamment en termes de packaging, en termes de normalisation et de certification de leurs produits, pour leur permettre d'être même sur le marché et de compétir. Donc voilà les éléments sur lesquels je pense les mesures politiques et les actions qui ont été entreprises au niveau du département des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, sont en train de produire des effets, non seulement pour les APE, mais notamment pour la ZLECAf également. Parlant de la certification, pour que les promoteurs de PME parviennent à certifier leurs produits, les procédures sont parfois complexes et coûteuses. Et quelle est l'expérience que vous avez de l'accompagnement de promoteurs de PME à la certification de leurs produits? Bon, la problématique de certification est au cœur de la stratégie du ministère. Il y a de cela 2 ans, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a défendu, lors d'un conseil de cabinet, la nécessité de renforcement ou de réduction des coûts de certification à travers la mise en place d'un fonds d'appui à la certification des produits locaux transformés par les très petites entreprises, les artisans et les acteurs de l'économie sociale. Et lors de ces cabinets, je pense que tous les ministres avaient pris, en tout cas, avaient compris quelle était cette stratégie et quelle était la nécessité d'y aller. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, l'État, le gouvernement inscrit dans le cadre budgétaire les ressources pour le renforcement du soutien de l'État à la normalisation et à la certification des produits locaux transformés par les PME. L'année dernière, le ministère a accompagné plus de 120 petites et moyennes entreprises, artisans y compris, et acteurs de l'économie sociale, non seulement à travers les ateliers de sensibilisation et de renforcement de leurs capacités pour mieux comprendre le processus et les procédés de certification, mais également au prélèvement de 288 produits et financement de leur analyse en collaboration ou en partenariat avec le LANACOM et l'ANOR. Et je pense que c'est un processus qui continue cette année encore. Donc l'année dernière, c'était dans 5 régions. Il y avait la Damawa, il y avait l'extrême nord, il y avait le centre, le littoral et l'ouest. Cette année, cette opération va se poursuivre dans les régions de l'Est, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud et du nord. Donc pour à peu près au moins 300 produits que nous allons accompagner à la certification. Les Camerounais souhaitent avoir de nouveaux labels. On a le poivre de Penja, qui est un label internationalement reconnu. Et avec ce que vous dites, on a l'impression que ça risque de mettre encore un peu de temps pour qu'on ait de nouveaux labels qui soient des éléments de marketing pour le Cameroun. Bon, en fait, il faut noter que c'est 2 concepts différents. La certification, c'est une chose. La labellisation, c'est une autre chose. Donc la certification, c'est l'accompagnement au respect des normes qui existent sur le marché. C'est une question d'abord de sécurité
surtout en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Maintenant, la labellisation, c'est la reconnaissance d'une identité de marque à un produit. Et ça peut être de par une spécificité géographique, comme le poivre de Penja, ou spécificité des matériaux utilisés, suivant des critères d'innovation que le produit présente. Et à ce niveau, il y a tout un processus. Et le ministère des PME, à travers l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, accompagne tous ceux qui veulent labelliser les produits à la préparation des dossiers de labellisation. Donc il y a tout un dossier à constituer, il y a un certain nombre d'éléments, et le ministère de l'Industrie dispose d'un fonds d'accompagnement à la labellisation pour aller protéger le label au niveau de leur pays. Donc il y a tout un mécanisme qui existe, dont nous invitons tous ceux qui veulent labelliser ou aller vers la labellisation de leurs produits, de se rapprocher soit des services déconcentrés du ministère, soit de venir au ministère pour solliciter un accompagnement. On a des Camerounais qui se distinguent à l'international. Par exemple, nous avons Maurice Kim, qui est dans la maroquinerie, la fabrication de sacs de luxe, de chaussures de luxe aussi. Vous-même, j'ai reconnu en regardant vos chaussures du Maurice Kim que vous avez à vos pieds qui sont considérés comme des pieds très distingués. Comment est-ce que les jeunes promoteurs de PME peuvent arriver à ce niveau? En fait, nous faisons l'honneur à l'artisanat camerounais. Nous sommes habillés par les artisans camerounais. Donc, effectivement, le promoteur de Maurice Kim, donc pour ne pas faire la publicité de la marque, c'est un Camerounais qui aujourd'hui fait de très bonnes choses du côté de l'Europe et qui, avec l'accompagnement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, est en train d'installer une unité de production au Cameroun. Et cette unité est orientée dans la logique d'implémentation d'un parc industriel au niveau local du côté d'Ngaoundéré 3e, avec la mairie d'Ngaoundéré 3e, pour installer un certain nombre de PME d'artisans qui vont bénéficier non seulement de son savoir-faire en amont, mais de disposer de la matière première de qualité, parce qu'il s'agit d'installer d'abord une tannerie pour disposer du cuir bien tanné, et maintenant en aval avoir tous ces PME, tous ces artisans qui veulent aller dans la transformation du cuir, de s'installer dans ces parcs. Donc je pense que c'est des initiatives à encourager, et le ministère travaille, en tout cas avec l'impulsion de la dynamique du ministre Achille Basile-Kien III, qui a instruit l'accompagnement de ces promoteurs. Nous sommes en train d'installer ces parcs du côté d'Ngaoundéré 3e. Le Salon international de l'artisanat 2026, on en parle. Le thème de cette année, entre tradition et modernité. Quelle est la vision et les objectifs visés derrière ce thème, entre tradition et modernité? En fait, la vision est très simple. Il s'agit de créer une plateforme d'échange entre la tradition et la modernité, entre la jeunesse aujourd'hui qui est orientée digitale et la génie artisanale camerounaise qui est ancrée dans notre culture et dans notre savoir-faire ancestral. Donc c'est cette plateforme d'échange et de partage que nous avons comme vision, et je pense que le salon est en train de relever ses paris au regard de ce que nous avons vu sur le terrain. Effectivement, j'ai été sur le terrain. Le salon est un grand rendez-vous national, une grande messe nationale et même continentale. Et on a l'impression que le Cameroun, à travers ce salon, est une destination en termes d'intelligence, d'organisation de grands événements. Qu'est-ce que vous en pensez? Le SIAC, aujourd'hui, est en train de se positionner comme le deuxième événement africain en termes d'artisanat après le CIAO du Burkina Faso. Et cette année, nous avons eu l'honneur
d'accueillir 2 pays invités d'honneur. Les années antérieures, c'est un pays qui était invité d'honneur. Cette année, on a eu 2 pays invités d'honneur. L'Algérie et la Côte d'Ivoire. L'Algérie et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu la présence du secrétaire général de l'ODEPA, dans l'Organisation de développement pour la promotion, le développement et la promotion de l'artisanat africain, qui est venu. Il y a également le directeur général de SIAO en personne qui est venu au SIAC. Donc, il y a plus de 11 pays qui sont présents au niveau du SIAC avec une soixantaine d'artisans présents. Donc, vous voyez, c'est un événement presque d'envergure africaine. Et nous pensons qu'on est en train de se positionner comme étant un événement majeur au niveau africain. Effectivement, parce qu'une dizaine de pays se retrouvent représentés au Salon international de l'artisanat. Sauf que, M. Mamoudou, à titre personnel, j'ai une crainte. Parce que je me suis baladé au Musée national, j'ai vu beaucoup de stands, j'ai vu des inventions formidables. J'ai consommé des glaces faites à base d'écorce de mbongo. J'ai mangé des beignets soufflés qui ont été faits à base de farine de patates, de plantain, ce qui est très très bon. J'ai eu plusieurs coups de foudre gustatifs dans ma balade au SIAC. Mais mon problème se situe au niveau de la domestication, de la popularisation et de la démocratisation de ces produits, de l'innovation, de l'intelligentsia artisanale camerounaise. Alors qu'est-ce que vous faites pour que les Camerounais se familiarisent aux produits locaux produits par des artisans? Donc vous avez raison, parce que hier encore, le ministre, à la suite du ministre, on a fait le tour des stands et nous avons relevé une innovation. Cette année, il y a beaucoup de produits d'origine camerounaise qui inspiraient des produits locaux, des matériaux peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer, que ce soit du côté d'art ou du côté agro-industrie. La question des pérennisations ou de production en masse de ces artisans se situe autour de l'accompagnement que nous allons faire. Donc il y a un suivi dans le cadre de ces salons. Donc, vous voyez, il y a ces salons qui est un événement global, mais à l'intérieur, il y a des activités spécifiques où beaucoup de collaborateurs du ministre ont chacun un pan d'activité. Il y a les activités d'identification et de recensement des artisans à fort potentiel. Après, il y aura un plan d'action d'accompagnement de ces artisans qui ont été identifiés, soit en termes de leur capacitation, en termes d'équipement, ou à l'amélioration de la qualité pour augmenter les capacités de production et également la qualité. Il y a eu également beaucoup d'ateliers de formation et de renforcement des capacités à l'intérieur du salon. Donc c'est un événement où on permet aux experts, que ce soit nationaux ou internationaux, de venir former soit sur la digitalisation, en tout cas comment utiliser le digital pour mieux commercialiser les produits artisanaux, ou encore comment améliorer la qualité de certains produits, ou en termes de packaging, l'utilisation des codes de barres, le code de QR pour rendre les produits artisanaux attractifs. Donc il y a toutes ces activités de renforcement des capacités qui ont été menées. Mais après le SIAC, il y aura une activité fondamentale de suivi. J'allais justement vous poser la question. Après un tel événement, comment est-ce que vous suivez les artisans et comment est-ce que vous les aidez à transformer ces formations et même ces contacts en contrats, pourquoi pas, durables? Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a le nombre exact. On a déjà le recensement. Nous avons 665 artisans qui sont présents sur le site. Et sur les 665, on a 510 artisans nationaux. Et les restes sont des étrangers. Donc, il y a ce travail qu'on fait. On les identifie par filière, par secteur, et il y a une enquête qu'on mène lors de ces SIAC
pour identifier les besoins spécifiques des acteurs dans les différentes filières. Et juste après le SIAC, on met en place un plan d'action, d'accompagnement, chacun spécifiquement aux besoins qu'on a pu identifier. Et je pense qu'il y aura un suivi de ces artisans qui sont présents et on va les insérer dans les différents programmes que nous avons au niveau du ministère. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y aura une activité sur la certification, l'accompagnement à la certification des produits. Les artisans qui sont venus au SIAC, qui ont été répertoriés, vont être reversés dans ces programmes pour qu'il y ait une suite, une continuité en termes d'accompagnement pour qu'ils accèdent à la certification de leurs produits. Donc, il y aura des programmes d'accès au renforcement des capacités productives sous forme d'acquisition d'équipements. À travers ces programmes, on va également les orienter à ces niveaux pour qu'ils améliorent leurs capacités productives. D'ici à l'année 2030, comment est-ce que vous voyez les artisans, les PME camerounaises? Le ministère a une vision, comme je disais tout à l'heure, nous voulons renforcer en tout cas l'accélération de notre contribution à la transformation structurelle de notre économie. Tout à l'heure, je vous ai cité le secteur informel qui a 3,8 millions d'unités de production informelle. C'est un secteur qui est parfois négligé. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je parlais de banalisation. On ne voit pas ces secteurs, mais je vous ai présenté leur contribution à la richesse. Donc la vision du ministère, c'est de renforcer la structuration de ces secteurs informels, d'identifier ces acteurs qui ont un fort potentiel, d'accompagner leur migration pour qu'on ait une masse critique des PME à l'horizon 2035 à hauteur de 2 millions, au lieu de quitter de 530 000, atteindre 2 millions de PME. Également, il y a une vision de changement, d'accompagnement, changement d'échelle. Nous avons constaté le stock augmente en termes de quantité, mais nous avons toujours une masse critique de très petites entreprises fragiles. Il faut accompagner le changement d'échelle pour que nous ayons une masse critique des moyennes entreprises qui créent davantage de la richesse et qui créent davantage des emplois. Donc voilà la vision que le ministère a. Et cet objectif, s'il est atteint, je vous ai parlé de 1400 milliards de recettes fiscales générées. Maintenant, si on atteint cet objectif, on peut atteindre un niveau de 5 à 6 000 recettes fiscales générées par les petites et moyennes entreprises, les artisans et les acteurs de l'économie sociale uniquement. Donc si cette activité est menée dans le sens de structuration du secteur informel, ceci passe par les mesures incitatives. Donc ça ne va pas se passer uniquement à travers des actions du ministère. Il faudrait qu'il y ait l'amélioration du cadre fiscal pour rendre le secteur formel attractif à travers des mesures incitatives. Donc si les PME voient quel est l'avantage de migrer et que la fiscalité ne pèse pas comme un poids, ne sera pas considérée comme une pression, ils vont migrer progressivement vers le secteur formel et fatalement augmenter l'assiette fiscale et permettre à l'État d'améliorer sa recette au niveau des fiscalités. Nous allons bientôt sortir de cette émission, Mamadou Bobo. Madagascar a adopté un code vestimentaire désormais obligatoire tous les vendredis. Tous les agents de la fonction publique doivent venir au travail vêtus d'une tenue traditionnelle malgache. Le but, mettre en valeur l'identité culturelle de la région. Voilà. Donc, j'ai posté cette information sur mes réseaux sociaux. Et j'ai été intrigué par la réponse d'un confrère. Il m'a dit, est-ce que ça développe un pays? Alors j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que le fait que un corps comme le corps des fonctionnaires s'habille en tenue traditionnelle pour valoriser l'identité culturelle, la nôtre étant très très riche, est-ce que vous pensez que ça pourrait développer notre pays? Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il entend par développer. Moi, je comprends votre proposition
dans le sens de permettre à ces acteurs... C'est une question. Oui, je comprends cette question dans le sens que une telle décision pourrait améliorer le chiffre d'affaires des artisans, des PME. Donc, si on améliore le chiffre d'affaires, on permet de produire la richesse. Donc, je pense que on a un exemple qui parle, le Burkina Faso. Si le textile burkinabé a été développé et si aujourd'hui le textile burkinabé est exporté et permet même d'avoir les devises à l'intérieur, c'est parce que l'autorité politique, en son temps, avait décidé que tout Burkinabé devait s'habiller à travers le textile burkinabé. Donc moi je pense, si aujourd'hui au Cameroun on décide de dire que les fonctionnaires, les hommes en tenue, les élèves, tout le monde devrait s'habiller, ou bien d'être habillé par le textile camerounais qu'on doit développer, parce qu'il faut développer cette chaîne de valeur pour permettre d'avoir une confection capable d'alimenter ces marchés. Si on prend une telle décision, ça va développer la filière textile au Cameroun. Même chose, la filière cuir. Même chose, la filière agroalimentaire. Si aujourd'hui on décide de dire qu'on ne va consommer que le produit des artisans dans les cérémonies officielles, non seulement on permet de mettre en exergue ces produits, mais également on augmente leur capacité en termes en tout cas leur part des marchés, en termes de chiffre d'affaires. Votre mot de la fin, M. Mamadou Bobo, aux jeunes et aux femmes précisément, aux jeunes et aux femmes qui sont dans le secteur de l'artisanat? Je ne peux que les... Vous pouvez regarder votre caméra. Je ne peux que les inviter à entreprendre davantage parce que le Cameroun regorge une grande potentialité. Et il y a tellement de dispositifs d'accompagnement qu'il faudra également s'informer auprès des différents départements ministériels pour en bénéficier. Donc, l'entrepreneuriat reste et restera la voie qui permettra au Cameroun de se développer et de transformer structurellement notre économie. Et le Cameroun doit se développer avec des Camerounais, avec des jeunes Camerounais et des femmes camerounaises. C'est entendu, M. Mamadou Bobo, on retient que les PME créent 47% de notre richesse nationale à travers la création d'environ 1 million d'emplois. C'est dire toute la force, le potentiel des petites et moyennes entreprises à la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de la grande interview sur PRC TV. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.